Bienvenue dans ce plan de leçon 9. Le but de cette leçon-là, c'est de mieux connaître les considérations éthiques à prendre en compte lors d'une recherche. Et puis, évidemment, la partie expérimentation sera pas nécessaire, sera pas, on va pas la faire là dans le contexte actuel. Désolée. Donc, cette présentation-là, il y a plusieurs informations très utiles pour votre travail numéro 2. Je suis en train de vous partager mon écran en mode présentation au niveau du PowerPoint, ce qui va être peut-être un petit peu plus intéressant à suivre. Donc, j'attends que le document s'ouvre. Donc, le voici. Au niveau de cette leçon-là, était plutôt courte on avait dans le fond à travailler un peu les considérations éthiques. Je vous présentais normalement le travail 2 et la moitié du cours était allouée à l'expérimentation des outils de collecte de données, ce qui a été mis de côté pour le moment. C'est ABG, donc on va. Je vous rappelle le processus de recherche, les différentes étapes. Donc la problématique de recherche, l'élaboration du cadre d'analyse qu'on peut aussi appeler cadre de ce qu'on a fait déjà dans le carnet de recherche. La méthodologie de recherche, c'est un peu notre plan de match pour collecter nos données. La quatrième étape qui est la collecte de données en tant que telle. La cinquième étape qui est l'analyse des résultats et finalement la rédaction du rapport final. Donc, c'est la présentation numéro 9, c'est la dernière de la première séquence. La collecte de données, évidemment, on va pas la réaliser. Et puis par la suite, là, dans les 3 prochaines semaines, ce qu'on va plutôt voir, c'est l'analyse des résultats. Donc là, je vous prépare tout ce que vous avez besoin pour réaliser la première séquence là d'ici la fin de la session. Et puis, je vous laisse le temps de faire votre travail 2. Et ensuite de ça, moi, pendant ce temps-là, je vais préparer là, les présentations pour la dernière partie du cours. Et ce qui va nous amener à l'analyse des résultats et la rédaction du rapport final. Donc on le fera pas dans un contexte authentique. On va partir de données qui existent déjà. Je vous en parlerai prochainement. Présentation du travail 2. Donc, si on se concentre maintenant sur l'éthique de la recherche avec les êtres humains, ce qu'on va appeler les considérations éthiques. Donc, on va voir à quoi ça sert en fait l'éthique de la recherche. Je vous pose la question. Peut-être pensez-y. Si vous avez lu les textes déjà, vous devriez avoir une bonne idée. Comme n'importe quel code d'éthique, l'éthique de la recherche va vraiment avoir pour but de protéger les intérêts des participants à la recherche. Donc, on va reconnaître que c'est des êtres humains. On va avoir des considérations à leur égard. Donc, c'est peut-être c'est un principe qui paraît simple, mais qui n'a pas toujours nécessairement été mis en vigueur. Ce principe-là est très en lien avec la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, le PTC 2, qui est l'énoncé de politique des 3 conseils, 2 pour, en fond, deuxième version, les 3 conseils qui sont ici présents. Donc, le Conseil de recherche en sciences humaines, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et l'Institut de recherche en santé du Canada. Je vois ici là, que mon petit point n'est pas bien placé. Donc, c'est de là que découlent toutes les considérations éthiques en recherche. Quand je vous dis qu'il y a des recherches qui n'ont pas toujours mis en application ces principes-là, peut-être vous pourrez aller voir les petits vidéos très intéressants, ils sont pas très longs. L'expérience de Stanford, dans le fond, c'était vraiment celle-là, si je me trompe pas, c'est en prison. Ils ont fait une recherche pour évaluer un petit peu là comment pourraient se comporter des gardiens de prison envers des prisonniers. Ils ont aléatoirement, ils ont divisé les participants en 2 clans, donc les prisonniers et les gardiens de prison. Évidemment, les considérations éthiques étaient pas nécessairement en vigueur à ce moment-là parce que c'était une recherche où ils ont dû cesser l'expérimentation au bout de quelques jours seulement parce que les gardiens de prison ont pris un pouvoir démesuré
se sont attribués des responsabilités, se sont attribués même des droits envers les prisonniers. C'est devenu une étude très, très controversée. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Et puis l'expérience de Milgram, dans le fond, celui-là, c'était en lien avec un psychologue qui demandait aux participants de donner des chocs électriques à un sujet qui, lorsqu'il répondait pas correctement aux questions. Ce qu'on voulait voir, c'était l'influence du pouvoir d'une personne qui possède un titre, par exemple le psychologue là, qui donnait les consignes. Les participants écoutaient cette personne-là. Donc, plein de principes en psychologie qui ont émergé suite à ces expériences-là. Euh, Par contre, au niveau de la méthodologie de recherche, on peut se poser des questions, puis c'est certain là, que les droits humains dans ces deux études-là n'ont pas été respectés là, comme ils le devraient, ce qui nous a amené en fait à l'énoncé des trois conseils. Donc, c'est quoi les principes importants en éthique de la recherche? Je dirais que c'est pas peut-être pas juste en éthique de la recherche, là. Vous pourriez même y penser là pour l'intervention de façon générale. Donc, les principes suivants, le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Donc, trois grands principes qui sont bien, bien expliqués dans les textes que je vous ai distribués. C'est des différentes sources qui expliquent la même chose, donc c'est pas des informations différentes. Vous avez un texte provient directement de l'EPTC 2, donc qui explique vraiment les principes. Je vous en ai donné un autre qui provient d'un document, d'un ouvrage de recherche bien, bien reconnu que j'utilise fréquemment moi-même et qui vulgarise un petit peu là ce qu'ils disent dans l'énoncé des trois conseils. Donc, vous avez sensiblement les mêmes informations, mais présentées sous différentes sources. Et puis, il va être aussi question du consentement libre, éclairé et continu, qui est un fondement important aussi en recherche, et la confidentialité des données. Donc, mon plan de match était de vous de vous former un groupe d'experts pour chacun des sujets. Vous deviez donc lire déjà à la base la documentation, peut-être pas les trois différentes sources, mais vous aviez chaque équipe un document à lire et à résumer pour vos collègues. Donc, je vais vous laisser faire les lectures en lien avec ces éléments-là. J'ai pensé aussi peut-être vous fournir mon propre modèle de ma recherche à moi que je suis en train de faire. Elle n'est pas publiée, vous pouvez pas la citer, mais peut-être que ça pourrait vous donner une idée. Donc, je vais l'intituler le document modèle de l'enseignante. C'est sûr que c'est beaucoup plus long là, que ce que moi je vous demande de faire, mais je trouve que ça peut peut-être vous donner l'image d'une application concrète, comment ça peut comment ça peut s'appliquer dans la réalité, ces principes. Maintenant, pour ce qui est des données quantitatives, justement, quand on veut s'assurer de la confidentialité des données, puis qu'on recueille l'information, on va pas dire Simon, un tel, a dit telle affaire, puis Ginette, telle autre chose. Dans le fond, un des trucs qu'on a pour préserver la confidentialité des participants, ça va être de leur attribuer un numéro. Donc ici, dans mon tableau, vous voyez bien que c'est pas le nom des participants qui sont inscrits dans mon tableau, ce sont leurs numéros. Dans un autre document à part, là, on pourrait avoir des numéros qui sont associés à certains questionnaires complétés. Mais ça, c'est important de les garder sous clé, en fait, sous clé virtuellement aussi, ok? Donc, dans un ordinateur protégé par un mot de passe, par exemple, pour s'assurer que personne malveillant pourrait mettre la main sur ces données-là. On sait que c'est un enjeu de société très important, en ce moment, la confidentialité des données, il y a des grandes institutions financières, pour ne pas les nommer, qui ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, nous, à notre niveau, faut pas non plus négliger cet aspect-là. Les participants, ils ont le droit à la confidentialité. Puis d'ailleurs, pour les inciter à participer, c'est souvent un argument qu'on va leur dire, inquiétez-vous pas, c'est confidentiel. Ben, comment on fait pour s'assurer de ça? Il faut y penser à ce moment-là quand on est chercheur, même intervenant. Maintenant, au niveau de la compilation des données qualitatives,
Je vous donne un petit exemple. Mettons qu'on aurait utilisé nos différents outils de collecte de données en classe. On aurait, donc en lien toujours avec notre sujet de conciliation, études et vie sociale, on pourrait avoir une catégorie générale qui est la gestion des priorités. Donc, dans notre concept de conciliation, si vous vous référez un petit peu au carnet de recherche complété que je vous ai envoyé, dans le concept de conciliation, on a la gestion des priorités. Donc, je pourrais, soit sous forme de questionnaire ou soit sous forme d'entrevue semi-dirigée, poser des questions en lien avec la gestion des priorités. Moi, dans ce cas-ci, mon exemple, c'était une question ouverte. Donc, je voulais aller un petit peu à la pêche, voir qu'est-ce qui pourrait sortir, qu'est-ce que les répondants pourraient répondre. Donc, ma question, qui est ici, en fait, comment gérez-vous vos priorités? C'était, on pourrait dire, une question de mon entrevue semi-dirigée. Donc, les réponses des répondants ici. Maintenant, mon participant 1 a répondu à la question comment gérez-vous vos priorités? Ben, il pourrait, là, c'est sûr j'ai pas écrit un verbatim, j'ai écrit des notes. Donc, j'ai écrit des réponses courtes qui viennent illustrer la réponse du participant. Donc, la personne m'aurait répondu note dans l'agenda, date de remise, moment de travail. C'est ce qu'elle utilise comme méthode. Le participant 2 aurait écrit, moi, j'utilise des codes de couleur, vert, jaune, rouge. J'utilise mon agenda. Le participant numéro 3 m'aurait dit, moi, j'ai un calendrier dans l'application mobile, je mets des alertes sur mon téléphone. Donc ça, je vous cacherai pas que je me suis inspirée de vos réponses que vous m'aviez données lorsqu'on avait parlé d'organisation de notre temps. Et quatrième participant, mémoire, donc tout est planifié dans ma tête. Et oui, j'ai des étudiants qui m'ont répondu ça. Donc, quand j'arrive pour faire mes sous-catégories ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire ressortir ce qui est sorti, ce qui a été nommé par mes participants. Donc, par exemple, j'ai une personne qui m'a parlé de code de couleur dans mes 4 exemples ici, mais si j'avais interrogé 10 participants, peut-être j'aurais eu 2 ou 3 personnes qui m'auraient répondu qu'ils utilisent des codes de couleur. J'ai au moins une participante ou un participant qui m'a répondu qu'il utilisait des alertes dans une application mobile. J'en ai plusieurs qui ont répondu qu'ils utilisaient un calendrier ou l'agenda et j'en ai qui ont répondu aucun outil de planification. Donc, ça vient un peu illustrer l'ensemble de mes catégories. À partir de là, je pourrais aller me rajouter des notes ou comptabiliser combien de personnes ont utilisé tel outil ou tel autre outil. Donc, quand je vais de façon qualitative, il faut que je fasse ressortir l'information à partir des témoignages des personnes. Si j'avais utilisé un questionnaire et que j'avais posé la question comment gérez-vous vos priorités, j'aurais pu, par exemple, mettre en choix de réponse code de couleur, alerte, calendrier ou agenda, aucun outil. J'aurais peut-être pu mettre autre aussi pour être sûr de bien couvrir tous les types d'outils qui sont utilisés par les participants. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair de ce côté-là, mais ça, c'était un peu un canevas de présentation de données qualitatives. C'est un peu comme ça qu'on va s'y prendre pour venir noter, dans le fond, les réponses, pour venir noter les réponses de nos participants et débuter, en fait, l'étape de l'analyse des données. Donc, on va aller plus loin dans l'analyse de données prochainement. C'était pour vous introduire, dans le fond, à cette étape. Donc, nous aurions réalisé une collecte de données et nous aurions aussi tenté de présenter nos résultats quantitatifs sous forme de tableaux, de graphiques, etc. Mais ça, c'est un petit bout là que j'élague aussi là pour alléger un peu la tâche. Donc voilà, ce cours est un peu plus court, peut-être un petit peu plus axé sur les lectures que vous avez à faire. Donc je vous rassure, je sais qu'il y a beaucoup de documents que je vous ai transmis, ils sont pas très très longs et ils disent sensiblement la même chose d'un à l'autre, mais de façon différente. Et avec tout ça, vous devriez être en mesure de commencer et même finir votre travail 2 là. Vous avez tout en main maintenant pour y arriver. Donc, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire si vous avez des questions.